par une belle surprise. Une autre belle journée qui commence. Je me sens bien ici. Ah, les taux d'intérêt sont en baisse. Ouais, j'ai atteint mon objectif. Mon rêve est enfin devenu réalité. Le Centre de formation professionnelle Bel Avenir. Notre priorité, la qualité. La police d'assurance qu'il nous présentait, puis la façon qu'il nous parlait, il fallait qu'on ait confiance. On avait confiance, pareil comme au Père Noël. C'est sûr qu'il y avait le verbe facile. Tout était cohérent dans ce qu'il pouvait dire. Puis tout était aussi crédible. Comptable, police d'assurance qui appuyait ses contrats en bonne et due forme, commissaire à la sermentation pour remplir ses contrats. Retrait facile de ton montant que tu pouvais investir. Tous les contrats de Serge Veilleux étaient à peu près écrits de la même façon. Le prêt était protégé par une police d'assurance-vie au montant de 322 000 $. Serge Veilleux laissait au prêteur des chèques post-datés couvrant les intérêts. On signait le tout devant la secrétaire de Serge Veilleux, commissaire à la sermentation. Qu'est-ce que c'est un commissaire à la sermentation? C'est quelqu'un qui est chargé de recueillir un serment lorsque c'est nécessaire de faire une déclaration sous serment, un affidavit, mais ça, c'est un contrat, c'est absolument pas pertinent, c'est absolument pas nécessaire d'avoir un commissaire à la sermentation. Et même moi, je dirais que quand on voit quelqu'un nous ajouter des formes et des choses inutiles comme ça, c'est vraiment fait pour inspirer confiance et il me semble que ça devrait déjà être un premier signal d'alarme. Un premier signal d'alarme que bien peu ont entendu parmi les clients de M. Veilleux, tant les taux proposés étaient alléchants. Des taux comme ça, d'ailleurs, qui sont très élevés, mais qui sont légaux, on voit ça, mais dans les cartes de crédit, tout ça, ça commence à ressembler à ça. Mais quand les institutions financières veulent avoir votre argent et ils veulent vous prêter de l'argent, bien, ils prennent des garanties ou ils font des enquêtes de crédit, tout ça. Alors là, on a un cas ici où les gens prêtent de l'argent à quelqu'un qui ne connaissent pas du tout, finalement. Justement, bien peu connaissaient assez Serge Veilleux pour savoir qu'il souffrait d'un cancer qui allait finalement l'emporter en juillet dernier. À partir du moment où le chèque est revenu, moi, j'ai téléphoné à sa résidence privée parce que j'avais toutes les coordonnées. Et là, il y avait un message téléphonique qui disait que M. Veilleux était décédé puis qu'on communiquerait avec nous prochainement, de ne pas s'inquiéter, que tous les contrats étaient en bonne et due forme, puis tout était là. Les contrats de prêt se trouvaient bien dans la résidence de M. Veilleux à La Plaine. Mais c'est tout. Plus de traces de l'argent emprunté. Serge Veilleux doit plus de 6 millions de dollars à 126 créanciers. On s'en doute, les héritiers ont refusé la succession. Diane Lamy fait sa propre enquête. Trop tard. Tous les contrats que j'ai vérifiés après, tout était en bonne et due forme. Mais police d'assurance-vie était marqué aux héritiers légaux. Si j'en suis sur les contrats qu'ils donnaient, c'était marqué référence police d'assurance-vie, tel numéro. Puis après vérification de la police, c'était bel et bien effective, la police. Mais on savait pas combien il y avait d'héritiers légaux. Fait que le pourcentage, ben, il est pas fort. Une centaine de prêteurs se disputent maintenant la même police d'assurance de 322 000 $. Et dans la liste des créanciers dressée par le syndic, on remarque qu'une dizaine de personnes ont déclaré une dette de plus de 100 000 $. Des économies de toute une vie ont été englouties. Il y en a qui sont ruinés. Il y en a qui sont ruinés. Il y en a qui ont perdu le condo. Il y en a qui sont obligés de vendre leur maison. Il y en a qui perdent tout. C'est ça qu'il aurait fallu faire, se faire mettre bénéficiaire, puis bénéficiaire irrévocable à part de ça, parce que sans ça, on peut se faire changer, puis on ne se fera pas non plus. La deuxième façon qui pouvait peut-être se faire, c'est d'avoir une hypothèque sur l'assurance. Il y a moyen de donner une hypothèque sur une assurance-vie. Comment on s'y prend pour une hypothèque là-dessus? C'est un contrat aussi. C'est un contrat qui dit on hypothèque l'assurance. Et l'important là-dedans, c'est qu'il faut aviser l'assureur. Une fois que l'assureur est avisé de ça, est informé de ça, là, on prend un rang sur cette police-là. Donc, l'avantage là, de quelqu'un qui aurait 30 000 $ sur une police de 100 000, bien, il serait le premier à prendre son 30 000. Mais maintenant qu'il est trop tard, c'est au syndic de faire la distribution des biens que Serge Veilleux laisse derrière lui. Monsieur Fortin, est-ce qu'une faillite comme celle-ci, une succession aussi difficile, vous apparaît une cause assez exceptionnelle dans les mains d'un syndic? Exceptionnel, oui, dans le sens que ça a été précédé là, par une requête en faillite. Donc, une requête en faillite, c'est les créanciers qui forcent la faillite de quelqu'un ou d'une entité, comme c'est le cas ici d'une succession, pour pouvoir
pour pouvoir s'assurer que la distribution des fonds se fasse de façon la plus ordonnée possible. Mais il reste bien peu à distribuer. Une maison de 115 000 $ déjà hypothéquée, des meubles et la police d'assurance vie. Les créanciers se demandent donc où se trouve leur argent. Lui, il disait qu'il la reprêtait à d'autres personnes. Là, tu sais, des personnes qui étaient mal prises, qui avaient besoin d'argent, ou une personne qui voulait partir en affaires, c'était pour lui donner une chance de partir. Dans son rapport préliminaire, le syndic émet l'hypothèse d'une structure pyramidale. Serge Veilleux devait emprunter pour payer les intérêts encourus sur d'autres emprunts. Moi, de ma part, je pense qu'il y en a quelqu'un qui profite à l'heure actuelle de ça, dans des grosses entreprises. Fait que moi, je me pose la question, si je la repose la question, il y en a sûrement quelque part qui n'ont même pas déclaré aussi que M. Veilleux leur avait emprunté de l'argent, pas que ça paraisse. Mais je suis convaincu que cet argent-là circule en quelque part. Comment le syndic peut-il retrouver cet argent qui est disparu? Quels sont ses pouvoirs d'enquête? Effectivement, dans le cadre d'une faillite, le syndic possède des grands pouvoirs d'enquête qu'un avocat seul en droit civil ne posséderait pas. Par exemple, sans avoir à prendre de procédure judiciaire, on peut demander à ce que la Cour émette des subpoenas, c'est-à-dire des ordonnances pour interroger des gens. Tous les gens qui sont au courant des affaires de la personne qui a fait faillite ou de l'entité qui a fait faillite peuvent être interrogés par le syndic et le syndic peut les forcer à produire, à emmener avec eux des documents qu'il juge essentiels pour faire sa vérification et son enquête. Le syndic devra donc interroger l'entourage de Serge Veilleux et sa secrétaire pour en savoir davantage. Une autre alternative s'offre à lui s'il se trouve dans un cul-de-sac. Le syndic, toujours en discutant avec les créanciers, peut leur suggérer de s'adresser aux surintendants des faillites qui, eux, ont depuis tout récemment une unité spéciale d'intervention qui permet de faire des vérifications, parfois avec l'aide de la GRC. Sans documents, pas de preuves, un disparu, l'enquête sera difficile et les chances de retrouver l'argent bien minces. Dans l'aventure, Claudian Vallière a perdu 92 000 $, Diane Lamy, 32 000 $, Raymond Breton, 42 000 $ et Marcel Nolin, 10 000 $. Dans le doute, moi, ce que j'aurais comme conseil à donner, c'est que même si on pense qu'un ami nous a conseillé telle chose, il faudrait vérifier plus loin. M. Veilleux, à mon avis, il n'avait pas de dossier judiciaire. À mon avis, il avait l'air d'un gars qui n'avait aucune tâche parce qu'il nous permettait de nous laisser enquêter sur lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Où sont partis tous les documents? Ben, on va toujours rester dans le doute. Le syndic pourrait remettre le dossier au surintendant des faillites qui peut aller beaucoup plus loin dans l'enquête. Malgré ça, les chances que les citoyens récupèrent leur argent ou même que l'on sache où sont allés les 6 millions de dollars sont à peu près nulles. Premièrement, il n'y a pas de clôture, puis il n'y a pas de pancarte qui disent danger ou interdit, terrain privé, il n'y a rien de ça. Remboursez cette somme en totalité, vous avez ses coordonnées, mettez ça sur Western Union, renvoyez ça à Brazzaville. Comme beaucoup de familles, on voulait un VUS, c'est vrai, mais le nôtre devait être particulièrement robuste parce que mon mari a été élevé parmi les loups. Mais il n'est pas si différent que ça. Vous savez, il aime le grand air, alors on a acheté un pilote de Honda. Hey, ça a vraiment transformé notre vie. Le pilote, construit par Honda. Pour la saveur d'agrumes, elle fait le poids. Essayez la nouvelle gomme Trident Agrumes. Un goût de fiesta qui a du piquant. Essayez la nouvelle gomme Trident Éruption de cannelle. Ce samedi chez Sears, c'est le Super Samedi. Le Super Samedi de Sears ne dure qu'un jour. Il y a des rabais dans tout le magasin. Et il y a des offres spéciales d'ouverture et des prix à gagner. Une occasion à ne pas manquer. Soyez-y tôt, car les portes ouvrent à 8 heures. Venez profiter du Super Samedi.
connais Cécile pour l'imaginer. Avec Internet par câble de base Vidéotron, vous pouvez surfer sur Internet et recevoir des appels en même temps. Au début, ça surprend, mais vous verrez, on s'habitue. Libérez votre ligne téléphonique et sortez pour seulement $19,95 par mois. Modem câble inclus et installation gratuite. Il y a deux choses auxquelles personne ne résiste. Une offre alléchante et la recette secrète des 11 épices et fines herbes du colonel. Alors, passez vite chez PFK, parce que la douzaine du colonel est de retour. Et oui, 12 tendres morceaux de poulet assaisonnés et préparés comme seul le colonel sait le faire pour seulement $12,99 plus taxes en restaurant. Vous avez un petit cru? C'est un code PFK. Pour sa saison hivernale, l'Hippodrome de Trois-Rivières vous invite à tous les samedis dès 13h pour les courses en direct. Une sortie familiale avec promenade en diligence et menu spécial à la salle à manger. Ah oui, l'Hippodrome, un endroit à visiter en tout temps. Ils ont été les 3 frères les plus puissants d'Amérique. C'est comme si on était au centre de tout ce qui va arriver. Les femmes du clan Kennedy ont vécu le rêve américain et les revers de l'Amérique. Les grands hommes ont de grands défauts et seules des femmes comme nous sont capables de le comprendre. En présentation spéciale. Pourquoi est-ce moi qui ai survécu? On est peut-être tous maudits. Bobby! Laissez-moi passer! Les femmes du clan Kennedy, en rafale ce jeudi et ce vendredi 20h à TVA. Ce dimanche midi aux saisons Claudine, on s'est passé mot dans l'équipe pour vous faire économiser. Avec Joanne, on donne des trucs tout simples pour revamper votre décor. Avec Manon, on fabrique un bureau d'ado coloré mais pas cher. Et un défilé mode, des vêtements griffés, abordables. Soyez là. Pour sa saison hivernale, l'Hippodrome de Trois-Rivières vous invite à tous les samedis dès 13h pour les courses en direct. Une sortie familiale avec promenade en diligence et menu spécial à la salle à manger. Ah oui, l'Hippodrome, un endroit à visiter en tout temps. Vivre l'aventure avant même qu'elle ne commence. C'est ce qui arrive à de jeunes Africains qui veulent venir étudier ici. Pour obtenir leur papier d'immigration, s'inscrire à l'université ou avoir une bourse, ils ont fait affaire avec la Canadienne de croissance. Ils croyaient que c'était un organisme gouvernemental. Mais ils se sont rendus compte que la Canadienne de croissance était plutôt intéressée à faire fructifier son portefeuille que de leur donner une bourse. Moi, je ne suis pas un organisme de charité, vous comprenez? Je voulais venir étudier au Canada. En fait, c'est l'anglais que je devais venir faire au Canada. Vous pensez que manifestement, votre petit-neveu s'est fait avoir? Oui. Oui, c'est des soupçons avec tout ce que j'ai eu à voir. Donc, il s'est fait avoir. Je me suis dit, ça ne doit pas se passer comme ça. Le rêve américain, Philippe l'a réalisé. Originaire du Burkina Faso, il est venu étudier à l'Université du Québec à Montréal. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. J'ai fini mon bac bientôt, en décembre. Ça ne se passe pas toujours aussi bien. Ils sont des centaines de milliers en Afrique à vouloir venir étudier au Canada. Là-bas, les études sont souvent interrompues par les guerres ou par des grèves dans l'enseignement. La planche de salut pour nombre d'entre eux, le Canada. Oui, allô, Madame Chérin. Oui, bonjour Roland. Dites-moi, pour quelle raison vous voulez venir étudier au Canada? Ici, là, au Congo, j'ai étudié dans une école de formation des métiers de la mer. Donc, je suis un opérateur radio. Je suis certifié en communication. Mais dans mon pays, pour avoir le travail tel que moi, dans la branche que j'ai choisie, c'est vraiment difficile quand on ne connaît pas bien la langue anglaise. Roland Sémy a 28 ans. Il habite Brazzaville, en République démocratique du Congo. Il veut étudier l'anglais à l'Université Concordia. Un jour, il voit cette publicité dans un magazine. Dans leurs locaux, ils disaient même que voyager au Canada n'est plus un rêve, mais une réalité. Bon, j'ai essayé de voir en dessous, il y avait leur site. Et après, je suis allé naviguer dans un cybercafé. C'est là où j'ai pris tous les renseignements.
La compagnie qui offre le rêve sur un plateau d'argent s'appelle la Canadienne de Croissance. Siège social, 3795 rue Masson à Montréal. Ici, on trouve un petit bureau spécialisé dans la promotion des investissements et les services aux étudiants étrangers. Bonjour. Bonjour, M. Wallessa. Ça va bien? Bonjour, Isabelle Girard. Enchantée. Avant qu'on entame la chose, on explique à la personne, dit, OK, vous devez nous payer puisque nous ne sommes pas un organisme de charité, les 120 $. Et puis quand vous payez, OK, on peut faire les autres formalités. Mais la première chose... 120 $ américains, c'est seulement pour les frais d'ouverture du dossier. Entre le 27 août et le 3 septembre 2003, Roland Sémy a fait 3 versements via Western Union à la Canadienne de Croissance. L'entreprise a empoché 480 000 francs CFA, soit 1104 $ canadiens. Avec cet argent, il devait se rabattre au niveau de l'immigration et au niveau de l'Université Concordia pour arranger tous les papiers possibles. Et les papiers-là devaient me parvenir très vite parce qu'ils m'ont même parlé d'extrême urgence. Une fois l'argent encaissé, la Canadienne de Croissance coupe la communication avec notre étudiant congolais. Désespéré, Roland appelle son oncle qui habite Montréal. Non, c'est pas pour moi, c'est pour mon petit-neveu. Alors, je voudrais savoir s'il a une inscription, s'il est bel et bien inscrit à l'université. Roland Sémy n'est pas inscrit à l'Université Concordia pour la session de janvier 2004. Notre date limite pour une demande d'admission pour, par exemple, la prochaine session qui serait janvier 2004 et le 1er septembre. Roland aurait pu faire ses propres démarches de Brazzaville sans que ça lui coûte un sou. C'est ce que Philippe a fait. Les seuls frais qu'il a payés avant d'être admis, 55 $ pour la demande d'admission à l'université, 125 $ pour un certificat d'acceptation du Québec et 125 $ pour un permis d'études du gouvernement du Canada. Total, 305 $, le tiers du montant payé par Roland. On fait un très grand effort pour offrir les services gratuitement à nos clients. On est prêt à offrir les services, les renseignements pertinents sur notre site web. Il y a les renseignements disponibles dans nos ambassades, nos commissaires à l'étranger. Monsieur Wallessa, ça vous a coûté combien vous procurer ces informations? Non, c'est gratuit, ça vous a rien coûté? Mais quand vous dites gratuit, mais moi je perds mon temps. Je perds mon temps quand je les retire et je les envoie. Roland a perdu son temps et aussi beaucoup d'argent aux mains d'un consultant en formulaires et documents bidons. La Canadienne de Croissance a fait signer cette procuration pour représenter Roland Sémy. Procuration, un étudiant peut faire affaire avec l'université par voie de procuration, mais ça nous prendrait un original de procuration. Il faudrait que l'université en soit visée directement par l'étudiant. Est-ce qu'une procuration comme celle-ci, c'est reconnu par Immigration Canada? C'est pas le genre de documentation qu'on utilise nous. Un autre document qui ne sert qu'à mettre de la poudre aux yeux. Sur son site web, la Canadienne de Croissance a mis une copie d'un chèque fait à l'ordre de l'Université du Québec à Montréal. L'étudiant a été admis au doctorat en biologie en l'an 2000. Il n'est pas venu à l'UQAM. Alors, c'est malheureux. Peut-être qu'il a décidé d'aller ailleurs pour des raisons financières, pour d'aller dans un autre établissement, c'est son choix. Ce qui est malheureux, c'est que de voir notre nom apparaître et nos avocats à l'université ont été informés de cette situation-là, sont en train d'examiner la situation sur le pourquoi d'un chèque qui aurait été encaissé à l'UQAM apparaîtrait sur un site web et on va avoir probablement demandé à la compagnie de retirer cette information-là. C'est pas, ça me semble pas correct. Publicité de prétendus clients satisfaits, possibilité d'obtenir une bourse d'études, voilà ce qui a attiré Roland. La Canadienne de Croissance vous avait promis une bourse d'études ici au Canada. Oui, la Canadienne m'avait promis une bourse au Canada. C'est bien ça. Une année d'études coûte environ 15 000 $ pour un étudiant étranger, d'où l'importance d'obtenir une bourse. Le Conseil international d'études canadiennes est l'un des principaux dispenseurs de bourses. 175 bourses par année aux étudiants étrangers. Qui ne pourraient pas avoir de bourse du tout chez vous. Non, s'il ne pourrait pas avoir de bourse pour l'anglais langue seconde, parce que les bourses que nous administrons
au nom du ministère des Affaires étrangères. Ce sont pour des études au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Francis Essebou, vous êtes rédacteur en chef du journal Diaspora. Est-ce que vous connaissez un organisme qui s'appelle la Canadienne de croissance et qui prétend aider les Africains à venir étudier ici au Canada? Mais disons qu'à mon avis, je n'ai jamais entendu parler de cet organisme. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'organismes dans ce pays qui prétendent aider des Africains qui veulent étudier ici. Un exemple, Assistance étudiants étrangers. AEE prétend offrir 180 000 bourses aux étudiants étrangers. Un chiffre irréaliste puisqu'on compte seulement 130 000 étudiants étrangers au pays. Le directeur de l'entreprise a refusé de nous parler. Le diplôme nord-américain est très prisé. Donc, dès lors qu'il y a des organismes qui disent nous octroyons par exemple 180 000 bourses parce que c'est parfois le genre de publicité qu'on retrouve dans des magazines panafricains, 180 000 bourses, ben, les parents se disent tout de suite, ben, écoutez, c'est une aubaine. Parce que tout le monde sait que les études en Amérique du Nord, ça coûte vachement cher. Ce n'est pas à la portée du premier venu en Afrique. Roland devra recommencer toutes ses démarches pour réaliser son rêve d'étudier au Canada. Ses économies y sont passées. Il a dépensé 1 244 $ pour rien. Vraiment, de la Canadienne de croissance, je vais obtenir un remboursement. Maintenant, M. Semi ne veut plus de vos services. Il veut être remboursé. Je vais voir avec lui, puisqu'il y a des frais qui ont été engagés, notamment le frais de courrier. J'ai envoyé le frais de courrier. Combien ça vous a coûté envoyer ça? Bon, par la poste, je crois que ça m'a pris 8 $ quelque chose. Et puis, j'ai échangé le temps que pour lui envoyer ça. Des communications. De temps en temps, il m'appelle ou je l'appelle. Je perds du temps avec ça. Remboursez cette somme en totalité. Vous avez ses coordonnées. Mettez ça sur Western Union. Renvoyez ça à Brazzaville. C'est tout ce que je vous demande et ça s'arrête là. S'il veut un jour étudier ici, Roland Semi devra déposer une autre demande, mais cette fois-ci auprès des autorités compétentes. En attendant, la Canadienne de croissance refuse toujours de le rembourser, si bien que le jeune Africain a décidé de déposer une plainte contre l'entreprise auprès de la police internationale Interpol. C'est surtout au printemps, la fonte de la neige, qui va se ramasser plein d'eau, puis ça va être de l'eau brune, là. Ce ne sera pas de l'eau propre, fait que quelqu'un tombe dedans, on ne le verra même pas. Si le véhicule sera authentifié, je suis persuadé, tous les gens dans le milieu sont persuadés que le vol automobile diminuerait. Et des cas comme celui de Mme Bérubé, on n'en verrait plus. Il raconte l'histoire d'une femme qui, pendant 4 ans, a conduit sans le savoir un véhicule volé. Un classique, direz-vous. Oui, mais la voiture appartenait autrefois à un Américain, ce qui complique passablement les choses. Je l'ai payée, cette voiture-là, puis elle m'appartenait, là. Tu sais, ça faisait 4 ans que je l'avais, l'auto. Pourquoi que là, tout d'un coup, là, elle m'appartient plus, l'auto? C'est un dossier merdique. Effectivement, le véhicule était volé. C'est un véhicule qui était volé depuis 1999 à Montréal. C'est celle-là ici. L'histoire commence en décembre 1999. Lucie Bérubé décide d'acheter une Honda Accord Bleu Ciel 1994, semblable à celle-ci, d'un petit concessionnaire indépendant, en bordure de la route à La Plaine. Elle est bien loin de se douter qu'elle vient d'acheter une voiture volée. Tout se passe bien pendant 4 ans, jusqu'au jour où, en mars 2003, elle décide d'acheter une autre voiture en donnant la sienne en échange chez un concessionnaire. Je vois arriver 2 messieurs. Là, il dit je m'excuse, madame. Il dit il y a juste un petit inconvénient. Il dit on a vérifié le numéro de série sur l'échange de votre auto, puis ça ne correspond pas au numéro de série de la Honda Accord. Là, ben c'est ça, on sait vraiment plus où se garocher parce qu'on me garoche d'un côté, on me garoche de l'autre, puis un me dit une affaire, l'autre me dit une autre affaire, fait que là, on sait plus c'est quoi la vérité.
C'est finalement la police qui a le dernier mot. Elle saisit sa Honda Accord. Alors, vous allez perdre votre voiture pour laquelle vous avez payé un montant d'argent et vous allez devoir oublier cette histoire-là. Sûrement, là, parce que j'ai pas de sous assez à investir pour dire me prendre des avocats puis après en finir. J.E. a donc fait enquête pour tenter de comprendre ce qui s'est passé avec le véhicule de Mme Bérubé. Voici ce que nous avons découvert. Tout a commencé en 1999. Un résident du Vermont est venu à Montréal avec sa voiture, mais il se l'est fait voler pendant son séjour. Au même moment, les voleurs ont acheté une carcasse de voiture gravement endommagée en Ontario et l'ont importée à Montréal. Finalement, ils ont pris le numéro de série de la voiture ontarienne et l'ont apposé sur la voiture américaine qu'ils venaient de voler. Ils ont remis la voiture maquillée en vente et c'est Mme Bérubé qui l'a achetée. Regarde, André. André Beauchamp est responsable des enquêtes sur les vols de voitures au Bureau d'assurance du Canada, le BAC. On a seulement prélevé le numéro de série de la voiture ontarienne. On l'avait acheté à l'enquête. On fait quoi? On découpe la petite plaquette de numéro de série? On découpe ou on perce les rivets ou à l'extérieur, vous savez, c'est un marché très, très lucratif. On est rendu avec des appareils au laser qui vont faire la reproduction de ces numéros de série-là et des documents et on va l'opposer sur le volet. Mme Bérubé n'arrive plus à retracer l'homme qui lui a vendu la voiture. Il a fermé son commerce. Elle ne peut plus rien contre lui. 10 mois plus tard, la voiture est toujours ici, dans la cour de cet entrepreneur en remorquage de la région de Montréal, et Mme Bérubé est toujours sans nouvelles de son dossier. Au moment où il a saisi mon auto, j'ai appelé le policier pour avoir des nouvelles, si en était rendu le dossier. Puis il me répondait, « Bien, madame, arrêtez de m'appeler. Il dit, quand je vais avoir des nouvelles, je vais vous en donner. » La voiture a été saisie en mars. Ça fait maintenant 10 mois que le dossier traîne, que Mme Bérubé n'a pas son auto. Pourquoi 10 mois? Il y a des dossiers qui auraient été détruits et perdus. De demande d'enquête et d'expertise. Et le dossier dans lequel on parle aujourd'hui aurait fait partie du lot. Des dossiers qui ont été perdus ou égarés, là, si on veut. C'est pour ça qu'il y a eu un délai si long. Elle dit que vous avez une part de responsabilité là-dedans parce que vous avez perdu le dossier. Confirmez-vous cette information? Absolument. C'est notre responsabilité. On a perdu le dossier. On avait un employé à ce moment-là qui nous a quittés. Et ces dossiers-là sont à l'ordinateur. Ce sont des dossiers virtuels qui sont... Alors, j'ai dit, c'est notre problématique. C'est peut-être la problématique du BAC, sauf que dans les faits, Mme Bérubé devra payer 15 $ par jour pour l'entreposage de sa voiture. Puis c'est ça, ça me coûte 3 895 plus taxes là, pour reprendre la possession de mon auto. Pour réparer son erreur, le BAC offre de couper la facture en deux, mais Mme Bérubé refuse. Moi, j'ai vraiment pas ce montant-là à leur remettre, là. Puis dans l'état où est rendue l'auto, j'en veux plus, là. Parce qu'elle vaut à peu près 500 à 1000 $ dans l'état où elle est, là. Parce qu'elle a acheté sa voiture de bonne foi, Mme Bérubé pourrait, une fois la facture d'entreposage payée, récupérer son véhicule. Mais comme elle est en possession d'une voiture américaine volée au Canada, ça complique pas mal la suite. Elle doit avoir un numéro de série apposé sur le véhicule. Légal. Légal. Alors là, on parle d'un véhicule américain qui appartenait à un assureur américain. Alors, elle doit faire la demande à l'assureur pour avoir la possession de ce véhicule-là. Qu'est-ce que la compagnie d'assurance américaine vous a répondu? On attend toujours. Nous, depuis début novembre, qu'on attend d'avoir une réponse d'eux, puis on attend toujours un écrit pour pouvoir le remettre à madame qu'elle puisse dédouaner son véhicule. À partir de ces documents, Mme Bérubé doit se présenter à Douane et Assises Canada pour faire dédouaner le véhicule. On parle ici d'un Américain. Alors, le véhicule doit être dédouané, donc paiement de TPS sur la valeur marchande du véhicule. Elle doit également faire parvenir des documents, une demande au registraire des véhicules importés à Ottawa pour savoir si le véhicule est conforme à Transport Canada. Mais le véhicule va tout le temps circuler sur une remorque. Il n'a pas le droit de circuler. Un coup qu'elle va avoir passé à travers le registraire, la TPS, le mandataire, c'est tout le temps des frais, elle doit présenter une demande pour avoir l'immatriculation au Québec du véhicule. Si vous me demandez mon opinion, je ne pense pas qu'elle va être aussi bien en 2004. Il y a énormément de démarches, énormément de frais. Est-ce que vous êtes prête à continuer?
Pas vraiment, parce que moi, c'est ça, j'ai pas d'argent à investir là-dedans pour ce que l'auto a vaut présentement. Qu'est-ce que vous dites à Mme Bérubé à ce moment-là? Meilleure chance la prochaine fois? Absolument. C'est tout? Absolument. D'être plus vigilante et meilleure chance la prochaine fois. Mais est-ce que Mme Bérubé aurait pu être plus vigilante? Visiblement, la Société d'assurance automobile du Québec n'intervient pas pour prévenir le maquillage d'automobile. JE a tenté, sans succès, de se faire confirmer cette information. J'ai pas eu de nouvelles de vous hier. Je voulais savoir si on pouvait se rencontrer pour une petite entrevue maintenant. Non, M. Bisson. Je devais vous rappeler quand je pourrais voir s'il y avait une disponibilité, mais j'ai pas de disponibilité. OK. Et présentement, c'est pas possible d'avoir un 5 minutes avec vous juste pour parler du dossier? Non. On a eu des rencontres depuis les 18 ou 24 derniers mois avec la SAC pour leur dire, écoutez, on a un problème. Ils sont conscients qu'on a un problème et on leur a remis des rapports leur disant, écoutez, il faudrait prendre il va falloir faire quelque chose parce que c'est vraiment un trou noir. Ils sont conscients présentement que ça touche des gens. Aux Québécois qui sont des experts dans la nature, dans le domaine, c'est-à-dire c'est qu'ils sont considérés comme des très bons maquilleurs de véhicules automobiles. La solution serait simple. Tout véhicule gravement accidenté qui entre au Québec devrait être authentifié, vérifié, inspecté, afin de ne pas perdre leurs traces et s'assurer que leur numéro de série ne sert pas à maquiller une voiture volée. Si le véhicule sera authentifié, je suis persuadé, tous les gens dans le milieu sont persuadés que le vol automobile diminuerait. Et des cas comme celui de Mme Bérubé, on n'en verrait plus. Non, c'est sûr que j'aimerais ça la revoir, ma voiture, parce que je l'ai payée, là. C'est quand même 8000 cucs que je perds, là. J'ai fait un emprunt pour ça, puis je trouve vraiment pas ça drôle. Moi, je veux vraiment pas débourser des frais pour ça, parce que là, ça m'a déjà coûté l'achat d'une nouvelle voiture. Devant tant de démarches et tant de coûts, Lucie Bérubé va probablement abandonner. Sauf qu'elle a dû rembourser la banque en même temps qu'elle paie sa nouvelle voiture. Et comme au Québec, il n'y a pas de système pour enrayer complètement ce genre de fraude, soyez vigilants au moment de l'achat d'une voiture d'occasion. Et n'hésitez pas à demander l'historique du véhicule convoité. Chaque année, 12 500 carcasses de voitures lourdement endommagées ou encore pertes totales sont achetées dans des encans ailleurs au Canada ou aux États-Unis et importées au Québec. Le Bureau d'assurance du Canada est convaincu que ces carcasses sont achetées principalement pour voler le numéro de série et les apposer sur des autos volées, principalement dans la grande région de Montréal. Un enfant qui pourrait tomber là-dedans, bien, ça pourrait être carrément dangereux. Un enfant, premièrement, qui se blesse, qui tombe là-dedans, il n'y a pas personne qui peut l'entendre. C'est une trappe à rats. Pour moi, c'est vraiment un trou. Vous savez ce que c'est des chicanes de clôture? Eh bien, ce soir, on vous parle d'une guerre de tranchées. Et ça se passe ici, à Mascouche. Un agriculteur a fait creuser cet immense fossé pour drainer son champ. Le problème, c'est que la tranchée longe un quartier résidentiel où il y a beaucoup d'enfants. Et pour l'instant, l'agriculteur n'a rien semé, sauf l'inquiétude. Un enfant qui pourrait tomber là-dedans, bien, ça pourrait être carrément dangereux. Un enfant, premièrement, qui se blesse, qui tombe là-dedans, il n'y a pas personne qui peut l'entendre. C'est une trappe à rats. Pour moi, c'est vraiment un trou. Avec toute cette neige, difficile de voir cette tranchée de drainage. Mais cet automne, si vous vous êtes promené à Mascouche, vous l'avez certainement vu. Cet automne, c'était carrément une rivière. C'est pas d'autre mot que ça. À chaque fois qu'il pleut, ça se remplit aux 3 quarts. Ça fait peur. Un enfant, si le tranché est plein d'eau, l'enfant, il sort pas de là, il glisse, puis il n'est pas capable de sortir. Un adulte tombe dedans, puis on a de la misère à sortir. C'est un cultivateur qui a plusieurs terres, qui fait son travail depuis des années. C'est une famille, oui, qui est connue dans la ville. Ce champ agricole appartient à Alain Cousineau. Il l'a acheté il y a quelques mois.
Et en août, l'agriculteur a décidé de modifier un peu le portrait agricole. Il a fait creuser une tranchée autour de sa propriété pour drainer l'eau. Voici le portrait avant qu'il ne devienne propriétaire. Le voici maintenant. Cet automne, l'eau a eu de la difficulté à faire son chemin vers les égouts de la ville, ce qui a fait gonfler le niveau d'eau dans la tranchée. Le problème, c'est que la tuyauterie qui traversait, qui était suffisante pour l'ancienne irrigation, est aujourd'hui insuffisante en vertu de la nouvelle irrigation qu'il a faite parce qu'il amène l'eau plus rapidement. On a acheté justement par rapport à que c'était un champ agricole, puis qu'on disait que c'était pour être tranquille. Puis la tranchée ne dérangeait pas, elle était plus loin. Les côtés, ils étaient vraiment quasiment à 45 degrés. Ça coupait pas carré. Puis elle était à 20 pieds plus loin. Là, avant ça, comme je vous dis, c'était pas une tranchée, c'était un champ. Ça fait qu'il y avait tout le temps des enfants dans le champ, constamment. Maintenant, avec la tranchée, c'est certain là, que je pense pas que ça va empêcher les enfants de vouloir traverser de l'autre bord dans le champ non plus. C'est vrai que le fossé, on ne cachera pas, il est profond, le fossé. Il est très profond. Mascouche, à cet endroit, est en partie urbanisée et en partie agricole. C'est en fait le choc de deux cultures, si on peut jouer sur les mots. Il a fait sa terre, il a les droits de le faire, il l'a irrigué. Et oui, j'ai vu les travaux se faire. Se sont terminés fin août, début septembre. JE a fait appel à une firme d'experts conseils en matière de tranchées de drainage agricole. Lucien Mété a analysé pour nous la tranchée et il est d'avis que tout a été fait selon les règles de l'art. Sur le côté gauche, la profondeur est d'environ 4 pieds à peu près. Sur l'autre côté, d'à peu près 5 pieds à 6 pieds de profond. Est-ce que c'est profond, ça? Ouais, 5, normalement, pour un fossé, 5-6 pieds sur le côté, ça paraît assez profond. S'il n'y a pas d'eau, rien, je suis vraiment au fond, c'est à peu près de ma grandeur. On a près de 108 km², 73 de notre territoire ici à Mascouche, c'est du territoire agricole, 27 du territoire résidentiel ou urbanisé. Pas facile de concilier zone agricole et zone résidentielle. Au Québec, la problématique n'est pas unique à Mascouche. Mais que faire quand les deux se côtoient de si près? Il y a des maisons tout le long de la tranchée, 3 petits bouts de rue municipale se terminent en cul-de-sac, directement sur la tranchée, et un peu plus loin, il y a même un parc pour enfants qui n'est pas complètement clôturé. Simon Gauthier a une fillette et un petit garçon. Un ballon qui va retomber dans le trou, c'est là qu'un enfant va vouloir aller le chercher. Quand même qu'ils ne sont pas dans le parc, quand même qu'ils jouent au bord, c'est dangereux, il y a de l'eau là-dedans. Des enfants, c'est téméraire, ça ne connaît pas le danger. Tu as beau leur expliquer plusieurs fois, mais ils vont tout le temps finir par y aller. Bien, ça, c'est un enfant qui est fait fort. C'est pas un enfant qui fait luette, là. Je me dis, comment il a fait pour se casser une jambe? C'était là que c'est le plus enflé, puis c'est le plus foncé. Ce qui devait arriver, arriva. La saison de hockey du jeune Vincent est maintenant compromise depuis qu'il a essayé de sauter par-dessus la tranchée. Alors, Vincent, c'est ici que c'est arrivé ton accident? Peux-tu me décrire un peu ce qui s'est passé? Oui, bien, on était le soir, puis je suis arrivée, puis tous mes amis disaient, ils m'encourageaient à sauter, puis tout. Fait que je m'ai décidé, puis j'ai sauté, mais je m'ai cassé la jambe parce que c'est pas à pic le bord, fait que je m'ai cassé la jambe à tourner. Premièrement, il n'y a pas de clôture, puis il n'y a pas de pancarte qui disent danger ou interdit, terrain privé. Il n'y a rien de ça. Premièrement, ça, c'est la chose qui devrait être faite. Qu'est-ce que la ville ou le propriétaire devrait faire pour sécuriser les lieux? Bien, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas poser une clôture tout le long à la grandeur de son champ. Dans ce reportage, vous n'allez voir que sa terre, parce qu'Alain Cousineau a refusé toutes nos demandes d'entrevue. Mais l'agriculteur est-il dans ses droits? Est-il obligé de clôturer? Sachez qu'au Québec, il n'existe aucune réglementation qui encadre les tranchées de drainage agricole, peu importe la distance qui les sépare du secteur résidentiel. L'agriculteur aurait même eu le droit d'installer son fossé sur la ligne mitoyenne. Quand c'est en zone agricole, normalement, la ville va nommer un inspecteur agraire qui va venir à ce moment-là voir si le fossé doit être fait et va aviser ses propriétaires riverains qu'il doit faire un fossé mitoyen. À ce moment-là, il peut même aller jusqu'à en réclamer une partie des frais. À chaque citoyen? À chacun des citoyens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, moi, j'en reviens pas. Ça me dépasse.
C'est un non-sens. L'agriculteur est chez lui, la personne est chez lui, donc il peut faire un fossé s'il veut, 6 pieds de profond tout autour de sa ferme, en autant que s'il fait le fossé avec ses pentes, qu'ils ne viennent pas causer des préjudices aux propriétaires riverains. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit sécuritaire pour les enfants. Justement, quelle démarche est-ce que vous avez fait auprès de la Ville? On a appelé, on s'est rendu à la Ville 2-3 fois. On ne peut pas, dans une communauté de 32 000, se payer des clôtures à tous les endroits. Mais aux endroits dangereux, aux endroits où, oui, on en met. C'est de politique générale. Dans ce cas-ci, c'est quand même un ravin qui peut être dangereux compte tenu de la proximité avec les quartiers résidentiels. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il est déjà clôturé probablement à près de 80-90% par les gens. Selon Maître Daniel Chénard, la Ville pourrait agir au niveau de son règlement de nuisances. Le pouvoir de définir des nuisances a été utilisé de façon très large par les municipalités. La ville de La Chine a interdit des pitbulls. La ville de Drummondville a interdit des véhicules qui vendaient des patates frites. Je peux réglementer la nuisance sur un terrain privé. Je ne pense pas que je puisse empêcher une terre agricole de faire un fossé puis qu'on puisse appeler le fossé de nuisance. La Ville pourrait constater qu'il y a une nuisance particulière qui nuit au bien-être de la population et adopter un règlement en conséquence. Le fossé, c'est un fossé de ligne, c'est un fossé d'irrigation et on ne peut pas dire que c'est une nuisance parce que c'est une nécessité du côté agricole, mais ça peut être une nuisance du côté urbain. Y a-t-il des solutions possibles? Luc Tremblay dit que la Ville de Mascouche est déjà intervenue dans un dossier semblable. L'agriculteur, dans ce cas-là que j'ai en tête, là, il a planté des petits arbres qui vont finir par refaire avec le temps. Je vais vous dire, je me suis promené dans des terrains agricoles, des terrains agricoles ici à Mascouche, puis j'ai un petit peu zioté qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis il y en a des terrains comme ça, mais ils ont du foin dans le fond, ben non, ils ont des quenouilles qui poussent. Là. C'est surtout au printemps, la fonte de la neige, qui va se ramasser plein d'eau, puis ça va être de l'eau brune. Là. Ça sera pas de l'eau propre, fait que quelqu'un tombe dedans, on le verra même pas. Depuis le passage de JE, la Ville a contacté l'agriculteur qui se dit prêt à rencontrer les citoyens pour tenter de trouver une solution. De son côté, la Ville veut fermer les 2 ouvertures du parc et aussi faire des travaux pour faciliter l'écoulement de l'eau dans la tranchée. La région... Bientôt à JE, on vous parle d'un organisme qui dit vouloir retrouver des enfants disparus. Mais qui semble beaucoup plus intéressé à vous vendre du chocolat. À ma connaissance, au niveau de la province de Québec, je peux parler au niveau des services de police de la province de Québec et surtout de la GRC, ils n'ont pas participé à aucune recherche d'aucune façon. Ils ne m'ont jamais appelé, ni pour essayer de m'aider dans quoi que ce soit, ni pour me demander la permission non plus. Alors à ce moment-là, s'il y a une personne qui aurait en théorie dû être appelée, c'est bien moi, surtout qui utilise la photo de ma fille. Il n'y a jamais rien que j'ai fait de ce sens-là. À savoir que ce monsieur-là s'engraisse les poches avec des enfants qui sont vraiment disparus. Puis sans penser à la souffrance qu'on a déjà nous autres, puis qu'on souffre encore à savoir que quelqu'un fait de l'argent sur leur tête. Juste la façon qu'ils font les ajustements, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord. Le Jardin des enfants disparus n'est pas reconnu comme un organisme à but non lucratif œuvrant dans la recherche d'enfants disparus au Québec. Le seul qui a l'accréditation est le Réseau Enfants Retour Canada. C'est tout pour JE cette semaine. En terminant, vous avez été très nombreux à réagir au reportage que l'on vous a présenté la semaine dernière concernant le cimetière. Nous avons reçu pas moins de 400 courriels et appels et nous vous remercions pour vos commentaires. Et peut-être que nous aurons de bonnes nouvelles pour vous à ce sujet bientôt. Alors, c'est là-dessus que se termine notre émission. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. À vendredi prochain, 19h. Pour communiquer avec l'équipe JE, composez le 1-888-822-5353. Par télécopieur au 514-598-3968. Via Internet, je@commercialtva.ca.